Amis de la masse, bonjour. L'actualité récemment est marquée par des mauvaises nouvelles dans le monde du bodybuilding. D'abord, on a appris le suicide du bodybuilder Luc Sandeau et un petit peu plus récemment, le 11 mai, on a également appris que le bodybuilder assez connu John Meadows avait fait un infarctus et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, générique. Je vais essayer d'être assez clair, je m'excuse par avance, mais c'est vrai que je sors de garde, donc il y a moyen que je dise des phrases qui sont un petit peu incompréhensibles. Malgré tout, je vais essayer de faire cette vidéo parce qu'en ce moment, c'est vrai que l'actualité m'offre beaucoup de sujets, notamment celui-là, parce qu'en plus d'être un youtubeur professionnel, je suis également à mes heures perdues un cardiologue. Donc, ce dont j'en vais parler aujourd'hui, ça va être sur John Meadows et son infarctus. Alors, c'est pas le premier bodybuilder à faire un infarctus, et c'est pas non plus la première chronique, la première vidéo que je vais faire en réaction à des infarctus. Donc je vais essayer malgré tout de redéfinir un petit peu ce que c'est que l'infarctus et aussi de répondre aux différentes questions parce qu'en fait quand on lit les affirmations des gens et quand on voit la description qui est faite, il y a encore pas mal de questions qui subsistent, notamment concernant la prise des produits dopants, comment est-ce qu'on peut détecter un infarctus avant qu'il survienne, comment est-ce que ça se prend en charge, et en gros, si vous êtes un bodybuilder ou un pratiquant de musculation qui a regardé cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez apprendre finalement des erreurs, il n'y a pas d'erreur on va dire, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience des autres personnes pour finalement se protéger au mieux, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est de vivre, je pense, pour la plupart des gens, en bonne santé, même si parfois on fait des choses qui mettent en danger notre santé, notamment le bodybuilding de compétition, c'est un sport encore une fois, comme beaucoup de sports d'ailleurs, mais qui n'est pas une balade de santé. Donc voilà un petit peu ce qu'on va voir. Donc la vidéo elle risque d'être un peu décousue, mais on va voir premièrement, c'est ce que j'ai noté, je fais toujours des petites notes avant mes vidéos pour essayer de dire des choses, on va dire pas trop éparpillées. Premièrement, l'infarctus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On parle de caillots dans ses artères, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Deuxièmement, quels sont les facteurs de risque pour développer cette maladie? Et en gros, est-ce qu'il aurait pu éviter de faire un infarctus par différents choix de vie, on va dire? Troisièmement, peut-on savoir qu'on va faire un infarctus ou qu'on a les artères du cœur qui sont malades avant de faire un infarctus et de finir à l'hôpital dans les soins intensifs de cardiologie? C'est ce qu'on va voir. Premièrement, l'infarctus. Pour bien comprendre ce que c'est qu'un infarctus, l'infarctus c'est un terme générique qui veut dire qu'une artère va se boucher. En pratique, quand on parle d'infarctus, on pense à la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde. Donc le myocarde, c'est le cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour résumer rapidement, le cœur, c'est un organe qui permet d'assurer le débit sanguin au niveau des différents organes. Ce débit sanguin, il permet d'apporter du sang et en apportant du sang, en fait, il apporte de l'oxygène pour nourrir, pour oxygéner les différentes cellules des différents organes et donc empêcher qu'elles ne meurent. Donc à la fois de l'oxygène, mais également des nutriments, notamment des glucides, des protéines, etc. pour favoriser, en fait, pour permettre tout simplement la survie de la cellule et faire justement que les cellules puissent fonctionner normalement avec de l'énergie dont l'oxygène fait partie pour assurer l'utilisation de cette énergie. Donc une fois qu'on a dit ça, le cœur c'est comme tous les organes, le cœur il contient des artères qui vont permettre d'apporter le sang jusqu'au niveau du muscle cardiaque. Comme tous les muscles, le muscle du cœur il a des artères et ces artères elles apportent de l'oxygène et du sang pour que le muscle du cœur puisse se contracter. Ce muscle du cœur, donc à chaque fois qu'il se contracte, il permet d'éjecter du sang hors du cœur, donc le sang a été oxygéné après être passé par les poumons. Donc qu'est-ce qui se passe? Le sang oxygéné est envoyé dans l'organisme par les différentes artères, donc au niveau du cerveau, des reins, des muscles, etc. Ensuite, il y a la circulation veineuse. Une fois que les muscles, le cerveau, etc. ont récupéré l'oxygène et les nutriments, la circulation veineuse va ramener le sang désoxygéné et pauvre en nutriments au niveau du cœur, le cœur droit, et le cœur droit va ensuite envoyer ce sang pauvre, désoxygéné, au niveau des poumons où il va s'oxygéner, arriver dans le cœur gauche, et en pratique ils sont juste à côté, c'est collé, et ensuite ce cœur gauche va l'envoyer à nouveau au niveau des différents organes, donc c'est un cycle éternel jusqu'à ce qu'on meure, malheureusement, qui va permettre de faire fonctionner le corps humain. Donc ces artères du cœur, elles sont super importantes parce que si on bouche une des artères, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie du muscle du cœur qui va en fait mourir. Si on vous bouche l'artère au niveau du bras ou du biceps, votre biceps, qu'est-ce qui va se passer? Il va manquer d'oxygène, il va manquer de glucose et il va commencer à devenir noir parce qu'il va nécroser, il va mourir. Vous allez avoir très mal et vous ne pourrez plus vous servir de votre biceps. Donc fini le double biceps, c'est fini. Si vous avez un biceps qui est nécrosé, c'est fini. Au niveau du cœur, c'est pareil, sauf que malheureusement, le cœur, c'est un petit peu plus grave,
façon de parler, parce qu'un biceps c'est quand même super important, mais le cœur ça a d'autres problèmes. À la fois il y a la fonction de contraction, ça veut dire que si votre cœur n'est plus capable ensuite de se contracter suffisamment pour éjecter le sang et oxygéner la totalité du corps, eh bien il va y avoir des problèmes, notamment ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque, où globalement vous allez être fatigué, et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des symptômes de l'essoufflement, de la fatigue, encore une fois, la difficulté à récupérer, voire même parfois un essoufflement brutal qui conduit, dans les cas les plus graves, à des détresses respiratoires aiguës où en fait les patients tout simplement étouffent. Donc en fait quand le cœur ne fonctionne plus très bien, on imagine que c'est quelque chose de grave qui va amputer la qualité de vie. Donc ce qui va se passer, c'est que quand les artères du cœur se bouchent par un caillot de sang, on va parler d'infarctus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les artères se bouchent? Le plus souvent, c'est parce qu'il y a de l'accumulation de ce qu'on appelle l'athérome. C'est schématiquement du cholestérol qui va commencer à se former au niveau des parois des artères, que ce soit par des mauvais choix alimentaires, mais aussi par des agressions répétées au niveau de la paroi des artères du cœur. Et donc cet athérome, ce cholestérol, il va commencer à encrasser les vaisseaux, les artères, et au bout d'un moment, ces artères peuvent se boucher. Donc c'est tout le problème, c'est que quand les artères se bouchent, ça fait un infarctus. Alors tout ça, vous allez le voir, c'est un petit peu schématique, parce que quand on lit le message de la femme de John Meadows, elle nous dit qu'il a fait une thrombose, donc en fait, il a fait un caillot de sang qui a bouché ses artères, mais que finalement, ces artères étaient globalement saines et qu'il n'avait pas ce qu'on appelle de plaques d'athérome. C'est ce qui a marqué, there was no plaque build-up. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les artères de certaines personnes âgées, ou même pas forcément très âgées, mais toutes les artères vont être rétrécies avec des contours irréguliers, et parfois des rétrécissements qui sont serrés. Ça, c'est quelque chose qui va se faire au long cours, quand on a une mauvaise hygiène de vie, quand on a des prédispositions génétiques, on va y revenir juste un petit peu après pour détailler, mais chez certaines personnes, donc ça va évoluer sur le mode chronique. Chronique, ça veut dire que ça va se former au cours du temps. C'est pas forcément des gens qui vont faire un infarctus, mais leurs artères vont se rétrécir très progressivement, et le problème c'est que quand elles vont se rétrécir avec un degré, on va dire, de sévérité qui commence à être critique, l'oxygène, le sang circule assez mal, et le cœur va commencer à avoir une souffrance, et donc quand on va manquer d'oxygène au niveau du cœur, le muscle va être en souffrance, et ça va faire la même chose en fait que quand vous allez à la salle de sport, que vous faites des séries de 20 ou 30 répétitions au curl, qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez une brûlure, vous dites aïe, ça commence à brûler au niveau de mon muscle, ça commence à me faire une espèce de crampe, de courbature, enfin pas une courbature, en fait c'est une brûlure. C'est la même chose qu'on peut ressentir au niveau du cœur, parce que si vous manquez d'oxygène au niveau du cœur, globalement c'est les mêmes phénomènes, c'est la privation d'oxygène au niveau du muscle qui va commencer à faire des douleurs. Sauf que le cœur c'est pas un muscle comme les autres, c'est pas comme le biceps. Le cœur c'est un muscle qui est électrique. Électrique, ça veut dire que c'est un muscle qui va avoir de l'électricité qui circule à l'intérieur de façon régulière et répétée, ce qui fait qu'en fait c'est un muscle qui se contracte régulièrement tout au long de la vie, et surtout de façon spontanée, c'est pas nous-mêmes qui décidons de faire battre notre cœur, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Et quand il y a cette ischémie, quand il y a l'oxygène qui manque au niveau du cœur, le risque c'est de faire des troubles du rythme. En plus de toutes les complications qu'on a vues avant de l'insuffisance cardiaque, ce sont les complications rythmiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il va y avoir des troubles du rythme qui sont graves, et c'est ce qu'on voit dans les films, quand d'un coup on voit l'électrocardiogramme qui commence à s'emballer, les médecins qui disent oh là là, vite vite vite, avec le bip bip sur le scope, et qu'on commence ensuite à sortir les palettes pour défibriller les gens. C'est ce qui se passe réellement, parce que parfois les cellules vont commencer à s'exciter de façon anarchique et à avoir ces troubles du rythme qui peuvent être graves, parce que quand les différentes cellules musculaires se contractent de façon désynchronisée, ça s'appelle un trouble du rythme. Normalement, le muscle, toutes les cellules se contractent en même temps, ce qui fait qu'il y a une activité mécanique, une contraction efficace. Mais si par exemple on prend pas le cœur mais le biceps, imaginez que chacune de vos fibres musculaires se contracte de façon désynchronisée, vous n'aurez jamais aucune force pour soulever un haltère. D'accord? Et j'ai bien dit un haltère, pas une haltère. Donc au niveau du cœur, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle, quand on arrive à l'arrêt cardiaque, la fibrillation ventriculaire. C'est quand toutes les cellules du cœur vont se contracter de façon complètement anarchique et qu'il n'y aura plus aucune activité efficace. Donc c'est un arrêt cardiaque. Et donc qu'est-ce qui est arrivé à John Meadows? Elle nous dit qu'il y avait 2 de ces artères, donc les artères coronaires, schématiquement il y en a 3, et bien chez lui il y en avait 2 sur les 3 qui étaient thrombosés avec des caillots de sang, mais que malgré tout il n'y avait pas de calcification et d'athérome au niveau de ces artères. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que chez certaines personnes, il va y avoir des phénomènes qui sont aigus, c'est-à-dire qu'il va y avoir des thromboses qui vont survenir sur ce qu'on appelle des artères saines. Alors en réalité, c'est pas des artères saines, parce que sur une artère saine, il n'y a pas de thrombose, ou alors en tout cas,
c'est exceptionnel. Le plus souvent, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle une rupture de plaque. Une rupture de plaque, c'est une plaque, la plaque d'athérome, c'est une jeune plaque qui va se former parce que avant de devenir des vieilles plaques toutes pourries au niveau des artères des patients, pour être assez caricatural, eh bien les plaques, elles naissent, elles commencent à se former, et quand elles commencent à se former, elles sont encore assez mal fixées. Donc souvent quand c'est calcifié, c'est justement très bien fixé. Mais au départ, quand elles se forment, elles sont encore molles, elles sont encore malléables, et elles peuvent tout simplement se détacher, se rompre ou s'ulcérer. Il faut imaginer qu'au niveau de la paroi de l'artère, il y a une plaque avec un peu de cholestérol et d'athérome qui est un peu mou, et chez certains patients, eh bien sous certains phénomènes, un coup de pression par une hypertension brutale, par exemple, si la pression monte d'un seul coup, la pression dans les vaisseaux commence à augmenter fortement. Ça fait un peu comme du Karcher dans les artères. Et donc s'il y a des petites aspérités au niveau des artères, ça fait des traumatismes au niveau de la paroi et ça peut décoller ces plaques et notamment les faire à la fois soit emboliser, donc partir plus loin dans les petits vaisseaux, mais ça peut tout simplement aussi faire des traumatismes qui vont ensuite générer, encore une fois, c'est une plaie au niveau de la paroi artérielle. Et cette plaie va ensuite conduire à l'activation des plaquettes. Donc les plaquettes, c'est les cellules au niveau du sang qui vont venir colmater les fuites, et cette activation des plaquettes va faire un caillot de sang, et donc qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est un cercle vicieux, en fait à la base c'est un mécanisme qui est fait pour boucher les trous, c'est un mécanisme qui est adapté, sauf que quand ça se passe au niveau d'une artère du cœur, c'est pas vraiment adapté parce que oui, ça va boucher le trou au niveau de la paroi, mais ça va surtout faire un gros caillot de sang qui va boucher votre artère. Donc le fait qu'il ait eu deux artères bouchées en même temps, ça signifie deux choses. Ça signifie qu'effectivement, il avait peut-être un facteur qui favorise la coagulation du sang, un facteur prédisposant, parce qu'on n'a pas tous le même degré de coagulation. Certaines personnes vont saigner beaucoup, d'autres vont saigner beaucoup moins, et chez certaines familles, il y a des gènes mutés. En tout cas, on a tous une prédisposition différente à coaguler. Donc certaines personnes sont plus prédisposés à faire des caillots de sang, en fait, donc à thromboser. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand il y a deux sites différents, en fait, c'est qu'il peut y avoir des ruptures de plaques différentes, mais ça veut dire qu'il peut y avoir un facteur déclenchant. Par exemple, une poussée de tension artérielle, on peut imaginer qu'il a eu une poussée hypertensive et que ça a pu décrocher les plaques, en tout cas, ça veut dire qu'il peut y avoir des facteurs comme ça, qui vont provoquer deux artères en même temps qui vont se boucher. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si les artères vraiment sont saines, ce qu'on peut faire, et qu'encore une fois le flux de sang circule, parce que le but dans un infarctus, c'est qu'il faut aller vite pour sauver le muscle cardiaque. On veut essayer de limiter au maximum l'arrêt, donc l'obstruction au flux sanguin, pour restaurer un flux et permettre de vasculariser, d'apporter de l'oxygène au niveau du muscle pour qu'il reste le moins longtemps possible en fait en souffrance, parce que s'il est trop longtemps en souffrance, il meurt, et une fois qu'il meurt, c'est perdu, en gros, schématiquement. Donc le but c'est qu'on veut restaurer ça. Donc qu'est-ce qui se passe? On fait une coronarographie, c'est un examen pour voir les artères du cœur, et c'est à ce moment-là qu'on a vu, c'est même certain en fait, que ces deux artères étaient bouchées, ou ce qu'on appelle suboccluses, c'est-à-dire quasiment bouchées, mais il y a encore un petit filet de sang qui passe, ce qui permet en fait de temporiser et de permettre en fait la survie du muscle cardiaque. C'est probablement ce qui lui est arrivé puisqu'il n'a pas eu beaucoup de dégâts, on va y revenir juste après. Donc quand on voit ça, ce qu'on peut faire, il y a deux options, soit on débouche le caillot, on a du matériel, ça s'appelle la thromboaspiration, en gros c'est un espèce de petit aspirateur qu'on envoie dans l'artère pour aspirer le caillot de sang et le ressortir. Le problème, encore une fois, c'est que les artères, c'est des artères qui sont assez petites, ça fait en gros 3-4 mm, et le caillot de sang, eh bien, il faut aller le récupérer, donc on imagine bien qu'un aspirateur miniature, c'est pas forcément très puissant, et que ça marche avec des taux de succès qui sont variables. Malgré tout, ça permet souvent de ramener un petit peu de caillot, et dans certains cas, ce qui a eu l'air d'être le cas ici, on arrive à reperfuser l'artère, c'est-à-dire qu'il reste du caillot, bien sûr, parce que quand le caillot commence à boucher toute l'artère, il faut imaginer qu'il y a une grosse masse de caillot de sang, mais si on arrive à reperfuser l'artère et que ça recircule, on peut se permettre d'en rester là, de ne dire on fait plus rien, le mieux est l'ennemi du bien, et maintenant on va laisser les médicaments agir, parce que parallèlement à toutes ces techniques pour déboucher les artères et parfois mettre des stents pour rouvrir l'artère et écraser justement ces plaques d'athérome, eh bien on donne des médicaments qui fluidifient le sang, que ce soit de l'aspirine ou leur cousin, pour justement, en fait, par une action chimique, essayer de, enfin pas carchériser, c'est un terme qui est maladroit, mais en tout cas déboucher, j'ai pas de meilleur terme, mais en gros faire que les caillots de sang, les amas de plaquettes vont se détacher et en fait libérer la place dans le vaisseau pour que le sang recircule. Donc là c'est ce qui s'est passé.
Et c'est ce qu'ils ont contrôlé en fait, puisque tous les jours sa femme nous a tenu au courant. Elle nous dit voilà, premier jour on a vu qu'il y a 2 caillots de sang qui ont bouché, deuxième jour on lui en a enlevé un avec je suppose donc de la thromboaspiration, et le 3e ou 4e jour on a encore recontrôlé, et puis en gros l'évolution était satisfaisante. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ça recircule, qu'il n'a pas beaucoup de séquelles au niveau de son cœur, et donc il a pu rentrer à la maison. Donc des très bonnes nouvelles. Et donc les médicaments ensuite vont permettre de fluidifier le sang, éviter qu'il y ait d'autres formations de caillots de sang qui reviennent, et aussi nettoyer les plaques, parce qu'encore une fois, le but, c'est non seulement de ne pas avoir de plaques, en tout cas le moins possible, mais aussi d'éviter qu'il y en ait qui se forment, parce que comme on a vu, quand il y a la formation d'une nouvelle plaque, c'est une plaque qui est à risque de se rompre, et donc à risque de faire un nouvel infarctus. Et enfin, juste pour faire un petit point, quand elle nous dit à la fin, 10 minutes avant que je commence la vidéo, donc vraiment c'était un signe, elle nous dit qu'il a perdu en gros 10% de sa fraction d'éjection. Je traduis en termes simples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur, à chaque fois qu'il se contracte, il va vider un certain pourcentage de la quantité de sang qu'il a rempli. Pour être schématique, s'il se remplit, encore une fois c'est des exemples aléatoires, mais s'il s'est rempli à 100 ml et qui, pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple s'il se remplit de 100 ml, la normale ce serait d'en éjecter 60%, donc d'en éjecter 60 ml. Donc on se remplit de 100 ml, et on en éjecte 60, donc ça veut dire qu'à la fin de la contraction, il reste 40 ml de sang. Et quand on perd de la fraction d'éjection, quand on perd de la force de contraction, et bien au lieu d'en éjecter par exemple 60 ml, il va en éjecter plus que 50. Donc ça veut dire qu'on va perdre 10% de fraction d'éjection. Enfin, je pense que j'ai fait le bon calcul, peut-être que je me suis trompé, mais vous avez compris l'idée. Donc là, effectivement, avec les artères qu'il a bouchées, même si on n'a plus débouché, il y a toujours un petit délai au diagnostic et à la thérapeutique aussi, parce que le temps d'appeler en France le SAMU, d'aller à l'hôpital, d'arriver sur table de coronarographie, de déboucher, etc. Il se passe toujours un délai, donc il y a toujours un peu de souffrance quand on fait un infarctus au niveau du cœur. Malgré tout, avec en gros, il aura probablement assez peu de séquelles. En tout cas, c'est un infarctus, on va dire, qui est léger. Donc on peut que lui souhaiter de bien récupérer, même si effectivement, il aura certainement des ajustements à faire au niveau de son entraînement, et on va y revenir juste après au niveau de sa testostérone, pour ne pas employer de mots plus forts. La deuxième partie, maintenant, quels sont les facteurs de risque? Parce qu'en fait, c'est rigolo de dire, oui, il avait un problème de coagulation sanguine. Et encore une fois, probablement, peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il n'y en avait pas, on ne saura jamais. En fait, c'est impossible de dire précisément ce qui a causé, parce qu'on ne peut jamais, avec certitude, affirmer que c'est tel ou tel facteur de risque qui a causé ça, parce qu'encore une fois, on est unique, et une fois que c'est fait, comme on dit, tous les gagnants au loto ont tenté leur chance. Peut-être que s'il n'avait pas fait de muscu, il n'aurait pas eu de problème, peut-être que s'il n'avait pas pris de produits, etc., il n'aurait pas eu de problème non plus, on ne peut pas le savoir, mais toujours est-il que ce qu'on sait, c'est que sur des populations générales, le fait d'avoir certains facteurs de risque, dont encore une fois le fait d'avoir un taux de testostérone élevé, les produits dopants, les stéroïdes anabolisants, c'est un gros facteur de risque de maladies cardiovasculaires, à la fois cardiaques, mais aussi vasculaires, donc tout ce qui va être infarctus, mais aussi les pathologies vasculaires, notamment les dissections de l'aorte. J'avais déjà fait aussi des sujets là-dessus, mais pour en parler rapidement, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des fragilités au niveau de la paroi des vaisseaux, que ce soit par l'hypertension, mais aussi par des actions inflammatoires, thrombotiques, etc. Et la dissection de l'aorte, c'est quand cette hyperpression, justement, par la pression artérielle, fragilise à terme les parois de l'aorte, qui est le plus gros vaisseau du cœur, et qu'elle va se fissurer. Donc ce qu'on sait, c'est que les stéroïdes anabolisants sont un gros facteur de risque à la fois de formation, de calcification, d'athérome au niveau des artères, donc ça fragilise les artères, mais que ce soit les artères du cœur, mais en fait toutes les artères. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est un facteur de risque de thrombose. Encore une fois, le fait d'avoir des androgènes, donc la testostérone circulant élevée, c'est un gros facteur de risque de thrombose. Donc encore une fois, c'est toujours la même chose. On part d'une prédisposition génétique, parce qu'effectivement, oui, certaines personnes vont être plus à risque de faire des infarctus. Encore une fois, souvent, il y a des traits génétiques dans les familles qui circulent. Il y a des familles où, par exemple, beaucoup de personnes vont faire des infarctus, et d'autres familles où personne ne fera d'infarctus. Malgré tout, cette génétique, elle est accentuée, elle est favorisée, ou au contraire, elle est inhibée par certains traits, certains modes de vie, comment on peut appeler ça, en gros, par ce qu'on fait dans la vie. Encore une fois, on peut influer sur notre génétique. Par exemple, la personne qui va fumer du tabac ou fumer n'importe quoi va augmenter son risque de faire un infarctus. Donc c'est toujours rigolo quand il y a des gens qui fument. Et encore une fois, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2 jours, on a un patient qui a fait un infarctus, il avait, je sais pas, 48 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, donc assez jeune quand même. Et il était fumeur, il avait de l'hypertension,
Et il avait effectivement aussi une composante génétique, puisque dans sa famille, il me dit, oui, bah, mon père a fait un infarctus à 50 ans et mon grand-père, il en a fait un à 55 ans. Donc effectivement, c'est probablement une famille qui a risque de faire un infarctus, même si on peut toujours argumenter, comme pour l'obésité, oui, mais on hérite des mauvaises habitudes alimentaires de sa famille. Et encore une fois, c'est probablement vrai, mais bon, malgré tout, on a identifié certains gènes qui sont associés au fait de faire plus d'infarctus. Mais ce qu'on peut dire quand même, parce qu'au final, je lui dis, oui, d'accord, peut-être que vous avez une prédisposition génétique, mais si vous n'aviez pas fumé, le tabac vous a pas... En gros, le tabac n'a pas aidé votre génétique. Et il me dit, oui, mais quand même, c'est la génétique. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que il était bien gentil, mais en fait, il était un petit peu dans le déni. Donc, dans sa tête à lui, c'était bon, le tabac, ok, ça avait compté peut-être pour 1 ou 2%, mais c'était surtout sa génétique, c'était pas le tabac. Alors que non, le tabac, c'est un très très gros facteur, et encore une fois, on peut pas savoir quelle est la part, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça a clairement favorisé. Il y en a plein aussi qui argumentent, et je trouve ça assez rigolo, ils disent oui, mais en fait, bon, les professionnels, les bodybuilders professionnels font des infarctus, parce qu'ils prennent de grosses doses. Mais bon, si on prend une TRT, donc la thérapie de remplacement de la testostérone, donc en gros des doses beaucoup plus faibles, ou si on prend tout simplement une cure de stéroïdes de temps en temps, en gros des doses moindres, alors en sachant qu'une cure de stéro, c'est quand même 100 fois, j'exagère, mais c'est quand même X fois le taux de testostérone normal, donc on n'est pas sur du 1 ou 2 fois le taux d'un être humain normal. Non, on est sur des doses supraphysiologiques. Donc effectivement, c'est vrai que les androgènes, la testostérone, vont avoir des effets indésirables, dose dépendants. Plus vous prenez de testo, plus vous allez calcifier vos artères, plus vous allez créer d'athérome. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est la testostérone qui a une action sur les récepteurs vasculaires, donc les récepteurs des vaisseaux sanguins, des artères, des veines, etc., qui est négative. Encore une fois, les hommes, par justement cette testostérone, sont beaucoup plus à risque de faire des infarctus que les femmes. L'infarctus, c'est quand même une pathologie de l'homme. Enfin, il y a des femmes qui en font, mais les femmes qui font des infarctus, le plus souvent, et sauf cas particulier, mais là on rentrerait dans un cours de cardiologie, en fait, ce sont des femmes âgées. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à la ménopause, eh bien, leur taux d'œstrogène, les œstrogènes, pour le coup, sont les hormones femelles, et sont protectrices, parce qu'elles protègent la paroi vasculaire. Et donc, à la ménopause, justement, les œstrogènes qui protègent les œstrogènes qui protègent vont diminuer, alors que chez l'homme, les androgènes continuent de rester élevés parce que l'andropause chez l'homme, ça arrive, mais la testostérone, elle diminue pas brutalement comme à la ménopause pour les femmes, donc la testostérone reste élevée, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que plus vous avez un taux de testostérone élevé au cours de votre vie, et plus vous êtes à risque, alors après bien sûr, à l'échelon individuel, on peut pas savoir, mais sur une population, plus vous êtes à risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires, donc des infarctus. Donc encore une fois, si vous prenez une TRT, et en fait je vais en profiter pour en parler, parce que souvent je reçois des messages, ouais, est-ce que tu veux pas me prescrire une TRT? Je caricature un peu le message, mais en gros c'est ça, parce que voilà, en gros je voudrais faire les choses bien, et si c'est prescrit, entre guillemets, par un médecin et que c'est suivi, il n'y a pas de risque, alors que non, il y a toujours un risque. Effectivement, le fait d'avoir une thérapie de remplacement de la testostérone va avoir certains bénéfices sur la santé, hein, encore une fois, masse musculaire accrue, densité osseuse accrue, plus de mobilité, donc effectivement, le fait d'être plus mobile quand on est vieux, c'est mieux que d'être dans son fauteuil sans muscles, ça, on est tout à fait d'accord. Mais il faut juste pas se voiler la face, il y a toujours une conséquence de ce qu'on fait, donc si vous augmentez votre testostérone, bah forcément, le simple fait d'avoir une testo élevée, que ce soit de la testo synthétique, donc injectée, ou de la testostérone naturelle, va augmenter à terme votre risque cardiovasculaire. Donc ça, il faut être, encore une fois, très clair là-dessus. Donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, puisque de toute façon, voilà, encore une fois, ouvert sur son usage de stéroïdes, même si effectivement, apparemment, il utilisait des doses assez faibles, malgré tout, c'est clairement un facteur de risque, et encore une fois, si vous utilisez des produits dopants, il faut pas se voiler la face, vous augmentez votre risque de faire des maladies vasculaires. Et je vous assure, il se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas un ou deux, alors bodybuilder, c'est un peu un terme abusif, mais en tout cas personnes qui utilisent des stéroïdes qui finissent pas dans le service. Et encore une fois, quand je vous dis ça, c'est les personnes qui avouent utiliser des stéroïdes. Et en général, je leur pose la question, ou mes collègues, parce qu'ils sont musclés. Musclé au sens où tu te dis, ah ouais, il est quand même, on va lui poser la question parce que ça se voit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a plein qui probablement sont sous stéroïdes ou ont pris des stéroïdes ou autres, et on n'a même pas pensé à leur poser la question parce que bah, comme ça se voit pas, on va pas leur demander. Et puis parfois, tu vois, si tu demandes que c'était il y a 5 ou 10 ans, il va pas t'en parler tout seul, et les gens ne parlent pas tout seuls de stéroïdes. À chaque fois, c'est ah oui, je fais du sport, et puis c'est vraiment quand tu creuses, oui, je prends des stéroïdes, ils l'avouent. Mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment, pour l'instant, en France, mais je pense partout dans le monde, encore quelque chose de tabou.
Si tu demandes aux gens est-ce que vous fumez, ils te le disent. Maintenant, si tu demandes aux gens est-ce que vous fumez du cannabis, tout le monde te le dit, personne n'a honte de dire ouais je fume du cannabis. Mais les stéros, enfin je t'assure, faut vraiment creuser pour que les gens disent qu'ils en consomment. Même à un médecin, même quand il y a le secret médical, et même quand encore une fois il n'y a pas de jugement, c'est juste pour comprendre ce qui se passe, parce que ensuite ça changera pas la prise en charge, mais c'est toujours bon de savoir quand il y a un facteur favorisant ou quand il n'y a rien du tout et que tu sais pas pourquoi l'infarctus te tombe dessus. Et dernier mot sur les facteurs favorisants, c'est que le sport, contrairement à ce qu'on croit, le fait de faire une activité physique intense, ça peut entraîner des infarctus. C'est-à-dire que les personnes qui font une activité physique intense peuvent faire un infarctus rapidement après leur séance. Par exemple, c'est souvent, non, heureusement pas souvent, mais ça peut arriver après des marathons où des personnes qui sont en bonne santé vont justement, par l'activité physique intense, prolongée, c'est inflammatoire, c'est prothrombogène, et ça peut faire justement décrocher ces plaques et faire de la thrombose comme on a vu tout à l'heure. Donc encore une fois, le sport, il ne faut pas revenir de ce message-là que le sport c'est pas bon pour la santé, mais c'est juste pour dire que c'est une période qui peut être vulnérable, et donc faut le savoir. Si vous avez une douleur dans la poitrine pendant l'effort ou juste après, ça peut être un infarctus, et il ne faut pas se dire non mais je viens de finir mon footing, je viens de finir mon marathon, donc je suis immunisé, j'ai fait une grosse séance, j'ai fait des bonnes perfs, donc c'est pas ça. Non, ça peut être ça, et au contraire ça arrive même souvent. C'est-à-dire que chez un sportif, c'est vraiment cette période-là, après le sport, pendant et après le sport, qui est le plus à risque. Et dernière petite partie assez brève, mais on va essayer juste de faire un point de détail. Comment est-ce qu'on peut prévenir un infarctus? Est-ce qu'on peut le savoir avant qu'on a les artères toutes pourries? Je caricature, désolé, je suis en lendemain de garde, je suis fatigué. Donc est-ce qu'on peut le savoir avant? Alors oui et non. Oui, on peut le savoir quand c'est quelque chose qui survient de façon chronique. En gros, les personnes qui ont de l'athérome, en gros les artères qui vont se rétrécir progressivement, quelque chose de chronique qui va se construire sur plusieurs mois et plusieurs années, oui, on peut le savoir. Il y a deux moyens principaux. Le premier, alors la coronarographie, aller voir les artères, c'est toujours possible, mais on ne le fait pas systématiquement parce que c'est quelque chose d'invasif, et il y a toujours un risque quand on va voir tes artères de l'intérieur qu'on soit traumatique, hein. Encore une fois, on peut te triturer l'artère et la disséquer, la détruire, la perforer, donc on joue pas à ça s'il n'y a pas de raison d'aller voir, mais sans avoir ces examens invasifs, on peut faire un scanner, par exemple un scanner pour voir les artères du cœur, et on peut voir si il y a des plaques de cholestérol, des plaques d'athérome qui se sont mis dessus, ou des calcifications, c'est possible. Encore une fois, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire si vous n'avez pas de facteur de risque, si vous êtes jeune. Enfin, le but, c'est pas de vous dire d'aller tous vous faire un scanner, non, aucun intérêt. Mais chez certaines populations à risque, notamment si vous avez des facteurs de risque, si vous prenez des stéroïdes, si vous commencez à être âgé, si dans votre famille il y a plein d'antécédents d'infarctus, ça peut être une bonne idée, éventuellement. Alors il ne faut pas aller voir le radiologue et lui dire fais-moi un scanner, non, il faut aller voir son médecin et estimer le risque par un médecin, parce que sinon je vous vois venir dans les commentaires, ceci, cela, moi j'ai un antécédent, non. Il faut estimer son risque, et encore une fois, ça sert à rien si vous avez 20 ans et pas de facteur de risque d'aller voir vos artères du cœur. Aucun intérêt, à part à vous prendre une dose de rayon X et à vous irradier et peut-être vous créer des problèmes plus tard. Et la deuxième chose qu'on peut faire pour ça, c'est l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, c'est quand on vous fait pédaler ou quand on vous fait courir sur un tapis chez un cardiologue, qu'on monitore votre électrocardiogramme, donc l'activité électrique du cœur, et en même temps on peut surveiller aussi l'échographie, voir comment le cœur se contracte pendant l'effort, et on vous fait pédaler de plus en plus vite pour vous pousser dans vos derniers retranchements, et qu'en gros on regarde comment le cœur se comporte lorsqu'il est stimulé au maximum et qu'il se contracte à fond la caisse. Et en gros on regarde, en fait on va pas voir vos artères, mais ce qu'on va voir c'est est-ce qu'il y a un retentissement, en gros est-ce que votre cœur et vos artères permettent d'avoir un apport de sang suffisant et d'oxygène aux muscles cardiaques à l'effort maximal. En gros, si vous faites un effort maximal à 100% de vos capacités et que vous n'avez pas de symptômes, pas de modification de l'électrocardiogramme et que votre cœur se contracte normalement, c'est que même si vous avez des artères rétrécies, en tout cas les rétrécissements ne sont pas significatifs et n'entraînent pas de perturbation au niveau du flux. En gros, l'oxygène il passe peut-être un peu moins, mais en tout cas il passe suffisamment pour que ça n'occasionne pas de problème pour votre vie. Et les choses, je pense, outre ça, c'était plus pour votre culture médicale si ça vous intéresse. Les deux choses, je pense, les plus importantes pour les mecs qui font de la muscu, et encore plus, si vous prenez des stéroïdes, c'est premièrement de faire des prises de sang régulières. Alors il y a à la fois pour le cœur, mais c'est même pas ça, c'est surtout pour vérifier les effets secondaires des produits, le foie, mais on peut aussi faire un bilan lipidique parce que la testostérone va modifier votre profil lipidique, en gros ça va monter votre mauvais cholestérol, et ça c'est un facteur de risque assez clair et clairement prouvé, contrairement à ce que disent les gens. Enfin bon bref, ça c'est un débat qui est autre, mais c'est malgré tout prouvé, ultra prouvé, que c'est associé
à un risque élevé de maladie cardiovasculaire, donc de faire des infarctus. Donc si votre cholestérol il est ultra élevé, eh bien vous êtes plus à risque qu'une autre personne de faire un infarctus. C'est la testostérone, que ce soit injectable, encore une fois une cure de stéroïdes, ou le simple fait d'être un homme va avoir tendance à augmenter votre cholestérol. Donc ça peut être bon de le vérifier par une prise de sang. Et l'autre chose, c'est aussi de faire mesurer votre tension artérielle par un médecin, parce que les stéroïdes, pareil, ça peut augmenter la tension artérielle, et la tension artérielle élevée, c'est un gros facteur de risque d'infarctus. Donc super important, il y a plein de mecs qui font des cures de stéroïdes et qui ont ni prise de sang, ni prise de tension, et je pense vraiment c'est une connerie, parce qu'un jour ça va vous arriver dessus, vous n'allez pas le voir venir, et là vous viendrez pleurer en disant « Ouais, je comprends pas, pourtant j'étais en bonne santé, je poussais lourd. » Ouais, d'accord, mais à un moment, il faut vérifier, il faut essayer de prendre les choses en amont. Le fait de faire un dépistage ne veut absolument pas dire qu'on est protégé, parce qu'apparemment, lui, il faisait des dépistages, et le problème, c'est comme je vous ai dit, on peut dépister la maladie coronaire, donc les plaques de cholestérol au niveau des artères quand elles sont de façon chronique, quand elles surviennent progressivement et qu'il y a un encrassement, mais quand c'est des plaques jeunes, encore une fois des plaques jeunes au sens des nouvelles plaques et des ruptures de plaques, quand c'est quelque chose qui survient sur des artères saines ou presque saines, eh bien on ne peut pas actuellement en tout cas on n'est pas capable de le prévenir, donc pour l'instant on n'a pas encore de boule de cristal pour dire qui va faire un infarctus. Et juste pour l'anecdote, ça arrive, c'est pas fréquent heureusement, mais des gens qui font une épreuve d'effort chez le cardiologue dit tout va bien, et effectivement sur l'épreuve d'effort tout va bien, et 2 jours, 1 semaine, 1 mois plus tard, ils font un infarctus et ils disent « Mais je comprends pas, je sors de chez le cardiologue et il m'a dit que tout allait bien. » Bah oui, et la raison c'est ça, c'est qu'on est assez mauvais pour prédire en fait qui va faire un infarctus. Parce que l'infarctus, contrairement au rétrécissement qui survient de façon chronique, c'est quelque chose qui survient de façon brutale. C'est une plaque qui se rompt et un caillot de sang qui se forme en l'espace de quelques minutes à quelques heures. Et donc ça, on n'est pas capable de le prévenir 1 mois avant, sinon comme dirait Gundil, si vous avez les chiffres du loto, il faut jouer au loto et il faut pas les donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour cette vidéo. Donc encore une fois, j'espère que John Meadows, parce que c'est quand même quelqu'un de cool et ses vidéos sont assez instructives. On peut que souhaiter un bon rétablissement à John Meadows, et encore une fois, il a l'air de s'en être globalement bien tiré. Maintenant, c'est certain qu'il va devoir revoir ses priorités et revoir ses choix de vie, mais à un moment, de toute façon, on est tous confrontés à ça tôt ou tard. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu encore une fois pour la dopamine. Et sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. D'ailleurs, je vous remercie tous parce qu'on est 10 000 abonnés sur la chaîne, donc ça fait super plaisir. Et j'espère pouvoir faire un truc sympa pour les 10 000 abonnés bientôt. Et quoi d'autre, fatigué là. Instagram Dr Miaous. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.